dis-moi tout. Je Oui, dis en même temps tout ce qui est vrai. Donc le but n'est pas de la sensation, mais vraiment de la réalité du terrain, d'accord. des Ouais. expériences et des vécus à partager. Bon, voilà, j'ai travaillé d'abord pendant 25 ans dans différentes entreprises, 20 ans dans une entreprise américaine, où j'ai fait une bonne petite carrière, si on peut dire ça comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui était très à cheval sur ma liberté. Donc, dès que je sentais que j'avais plus ma liberté, je quittais l'entreprise. Ce qui fait que les 5 premières années, j'ai fait 5 entreprises, plus ou moins. Hein. Peut-être 6, je ne sais plus. Jusqu'au jour où j'ai été euh, sollicité par une boîte américaine qui s'installait à peine en Europe. Et là, j'ai vraiment pris mon pied parce qu'on m'a laissé faire à peu près exactement ce que je voulais. J'étais donc commercial et ce qui était ma mission, c'était de lancer des marchés. J'adore lancer les marchés. Et voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis rendu compte que, en fait, en tout cas, dans le business, les gens ont à peu près les mêmes besoins qu'on soit en Hollande, en Belgique, en France, en Suisse, en Russie ou en Italie. Seulement la manière de l'exprimer est tout à fait différente d'un pays à l'autre. Et je dirais même d'une ville à l'autre dans le pays ou d'une personne à l'autre. Et donc, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur le relationnel et sur l'intuition plutôt que sur le rationnel. Et donc, à partir du moment où on m'a demandé d'être plus rationnel et plus stratégique, j'ai quitté et je me suis installé indépendant en tant que formateur en communication. Ce que j'ai découvert là, c'est que en fait, tout ce que je proposais à mon entreprise, souvent on me disait, va jouer ailleurs. Mais chez mes clients, ce que je leur proposais, en plus, ils me payaient pour ça, quoi. Et bon, c'était tout au début du boom de la formation. Et je suis parti quand il n'y avait plus de boom, aussi par hasard, quoi. Voilà. J'avais plus envie de donner, quoi. Quand les gens m'expliquaient leurs problèmes, il y avait quelque chose qui disait, ce que tu me racontes, ça m'emmerde, mais tu ne peux pas t'imaginer, quoi. Et donc, j'avais plus la motivation pour ce métier, qui m'a amené beaucoup de choses. Voilà. Et donc, j'ai pris ma retraite, après 43 ans de carrière, de bons services à la patrie, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, j'ai aussi pris ma retraite à la suite de la mort de mon deuxième frère. Et voilà, j'avais besoin de respirer. J'ai respiré pendant 1 an ou 2. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai assez respiré, je vais faire quelque chose maintenant. Et là, je suis tombé où on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais sur une annonce de l'ASBL Doucheflux et qui sortait un magazine principalement écrit par les SDF. Et donc voilà, j'ai été très très intéressé à cette conférence de presse où il n'y avait pas de journalistes, mais il y avait des personnes des associations et il y avait quand même beaucoup de SDF. Voilà, et j'étais pris d'un coup de cœur, quoi. Et dans l'entretemps, il y a une personne qui m'avait dit aussi, contacte Claudia Loma, qui est quelqu'un qui est très spécialisé dans les relations publiques et qui aussi voulait passer du temps ou donner son énergie, son carnet d'adresses, etc.,
Et donc l'opération Chaussette consiste à récolter en une journée le maximum de vêtements, de couvertures, de sacs, de produits d'hygiène, tout ce qu'on veut pour rendre la vie du SDF plus facile, entre guillemets. Et donc, bon, via Douchelux et mon introduction dans le milieu associatif, j'ai contacté toutes les associations en leur demandant de quoi avez-vous besoin. Donc on a mis tout ça en place. Lesquelles les associations? Alors, principalement, je vais seulement citer les principales, il y avait le SAMU social, la Source, Nativitas, La Fontaine, Pierre d'Angle, et également des gens qui vont en maraude, donc des actions citoyennes, quoi. Et ce qu'on a fait aussi, avec l'opération Chaussette, on est allé à la rencontre des SDF dans la rue qui n'avaient aucun contact avec les associations. Et donc ça m'a permis de rencontrer un couple que je ne vais pas dire. Quand tu sors quelqu'un de la rue, tu ne sors pas quelqu'un de la rue tout seul. On est à plusieurs, on a tous des tuyaux à donner aux uns et aux autres. Donc on a trouvé un logement pour eux à Oui. Je me rappelle que c'était à un mois de janvier qu'on a trouvé ce logement. Et donc il y a des volontaires habitants à Oui qui se sont occupés d'eux avec un grand cœur, mais peu d'habitude, quoi. Et au bout d'un an et demi, ils ont recommencé à boire, donc je vais très vite et ça s'est de nouveau déglingué, quoi. Et malgré tout, cette expérience de les rencontrer dans leur réalité, dans leur souffrance, dans le soulagement d'avoir trouvé un logement et tout, voilà, ça m'a turlupiné. J'en ai rencontré d'autres. Pour l'instant, il y en a un qui s'est sorti de la rue et qui vraiment se reconstruit. Et je me dis, bon, si j'ai pu aider cette personne à se reconstruire, ben, j'ai pas perdu mon temps. Je me dis, dans une ville où il y a 1 million d'habitants, s'il y en a 2500 qui font la même chose et qui ont la chance de le faire, ben voilà, tout est permis. Les petits ruisseaux. Oui. Et donc, voilà, petit à petit, oui, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que finalement, on a des tas de préjugés. Moi, j'en avais pas beaucoup parce que, voilà, de manière volontaire, j'ai vécu dans la rue aussi, hein, dans une crise d'adolescence, ou fin de crise d'adolescence gigantesque. Et donc, j'avais l'habitude de côtoyer les gens de la rue. Mais c'était il y a 40 ans, ou plus de 40 ans, il y avait presque 50 ans. Et je me suis rendu compte de la violence supplémentaire qu'il y avait pour les sans-abri et pour les habitants de la rue par rapport aux années 60 que j'ai bien connues. Et donc voilà, chemin faisant, à un moment donné, je me suis dit, mais il faut faire autre chose, il faut faire plus que ça. Et voilà, ça m'est tombé dessus, une mission. J'ai vraiment le désir de tous les sortir de la rue, en commençant par Bruxelles. Okay. Et je me dis qu'il y a moyen. Voilà. Et donc, quand tu es sur le terrain, tu es un peu partout. Oui. Quelque part, le but n'est pas d'aider quel type. Quelles sont les personnes que tu rencontres? Est-ce que tu peux dire, enfin, je ne parle pas de catégoriser, mais du moins
venez de décrire, pour moi, ce qu'on décrit comme un SDF, est-ce qu'il n'y a pas de SDF? Écoute, c'est une question qui est très difficile parce que chaque SDF a une histoire et que chaque histoire est totalement différente. Et donc, catégoriser et tout, c'est, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de compliqué. Et justement, il ne s'agit pas de les catégoriser. Il s'agit de voir dans quel environnement ils se trouvent, quelles sont leurs souffrances. En soi, on les connaît, mais c'est important aussi que ces personnes qui n'ont jamais qui ont très peu de contact avec ce qu'ils appellent le monde extérieur, sinon une pièce, un sandwich, un sourire parfois. Ils n'ont pas vraiment une écoute ou des gens ou beaucoup de personnes qui ont vraiment le temps, qui volontairement se mettent à leur service, si je peux dire ça comme ça, quoi. Et devant les 2-3 échecs que j'ai eus à sortir des gens de la rue, j'ai entendu parler d'infirmières de rue. Donc je me suis inscrit là comme volontaire. Et ma tâche, c'est de simplement visiter des personnes, ou 1 ou 2 personnes qui ont été sorties de la rue, et d'aller les voir comme si c'était un membre de la famille, quoi. Donc qu'ils aient un lien d'amitié avec quelqu'un qui ne les juge pas, qui les écoute, qui leur demande ce dont ils ont besoin. Et voilà, quoi, c'est quelque chose de très simple, mais extraordinairement enrichissant. Et il faut bien dire aussi qu'infirmières de rue, ils vont chercher ceux qui sont dans la rue depuis très longtemps et ils commencent la reconstruction de la personne au travers de l'hygiène. Donc, au départ, ça peut être simplement allez, comment on appelle ça, les petites loques là. Les gants. Non, pour se nettoyer. Ah oui, les lingettes. Donc, quand on les appréhende avec l'idée que ce sont des gens comme nous, on se rend compte de la richesse qui existe chez énormément de SDF. Une richesse qui est gâchée aujourd'hui, mais qui m'enrichit moi personnellement. Et oui, je voulais raconter une anecdote. Donc, c'est aussi une idée de mon grand copain. Au lieu de leur donner de l'argent, je leur achète une cigarette. Et donc, je leur donne 20 cents ou 40 cents, ou plus, tout ça dépend, en demandant est-ce que tu as 1 ou 2 cigarettes pour moi. Et un jour, ça m'a vraiment soufflé. Je m'approche d'un gars et je lui dis, moi je le connaissais, enfin je l'avais déjà vu, lui il devait bien me connaître probablement, et je lui dis, est-ce que je peux t'acheter une cigarette en lui donnant 20 cents? Et il m'a donné son paquet. Je lui ai dit, je vais te payer ton paquet. Ben non, c'est un cadeau, quoi. Donc, le type qui est dans la rue, qui n'a pas les moyens que j'ai, qui m'offre son paquet de cigarettes et qui ne veut pas de mes 20 cents et qui me dit, prends-les, je les ai roulés ce matin, donc il a sa petite machine, il met ça dans des paquets avec filtre, etc. En plus, elles étaient bonnes. Et moi, ça m'a soufflé, quoi. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que ce sont des gens perdus. J'entends parfois des alcooliques, des bêtes, enfin, tout ce que vous voulez, alors que
vous recevez un geste pareil de quelqu'un que vous connaissez à peine et qui vous fait la leçon en quelque sorte de générosité. Quelque part, la rue, c'est non seulement la violence, mais c'est aussi un milieu solidaire. Ça, c'est autre chose. Entre et peut-être aider, oui. Ça, c'est autre chose. Ils sont vraiment dans un système de survie. Et je crois qu'il y a des gens qui s'entendent bien, qui se mettent ensemble, etc. Mais il y a une violence entre eux qui est terrible parce que s'ils savent piquer une virgule, ils le font, quoi. Ils ont besoin de papier et qu'ils arrivent à le faire, ils le font. Et voilà, et je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre parce que parfois leur vie dépend d'un morceau de papier, d'une permission, d'un pull. Mais je ne veux pas non plus noircir le tableau parce que voilà, le retour est grandiose et la manière de les approcher dans les associations, etc., il y a des gens absolument exceptionnels, quoi. En fait, toutes ces associations, finalement, ce sont les initiatives citoyennes. Non. Privées. Est-ce que c'est l'État? Il y en a qui sont privés, il y en a qui sont soutenus par la ville, par l'État, et donc voilà, qui attendent des subsides, qui vivent de subsides. Les subsides s'amenuisent, donc ils doivent se débrouiller autrement. Voilà. Et en soi, ça ne coûterait pas tellement cher de tous les loger. Tous ceux qui se trouvent en Belgique. Et en amont, pour revenir par exemple recentrer sur ces anciens indépendants qui deviennent NDF, ouais. Des personnes que tu as rencontrées en amont, selon toi, qu'est-ce que tu verrais? Qu'est-ce qu'on corrigerait, enfin, ou en tout cas, quel modèle de la société permettrait à ces gens-là en fait, de ne pas tomber dans la rue? Mais il y a des initiatives. Enfin, ne pas tomber dans la rue, c'est difficile de le savoir, quoi. Quand je parle de dire les sortir tous de la rue, il faut que ce soit aussi extrêmement bien préparé. Et donc, il faut voir sur quoi on peut jouer. Il manque de logement. Ça, c'est clair. Le budget n'est pas gigantesque. À vue nez, avec 250 millions, on peut tous les reloger. Mais à ce moment-là, on ne les accompagne pas encore. Mais comme ça revient moins cher de les accompagner que de les mettre en tôle ou de dépenser des sommes astronomiques dans les hôpitaux, ben c'est tout bénéfice également. Et je crois que le raisonnement est trop simple et trop logique, quoi. Et donc... Tu as déjà proposé ça, par exemple, de ton expérience, pour voir ce qu'on en pense? J'en ai parlé, mais les gens sont bien d'accord, ils trouvent que c'est très bien, mais il ne se passe rien, quoi. Et donc, voilà, il faudra mettre de la pression. Il faudra mettre de la pression sur le monde politique, parce que c'est aussi de leur intérêt, si je peux dire ça comme ça. Et de la preuve qu'il reste encore de l'humanité dans le monde politique, et pas que des discours d'humanité. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je le vois par la petite lorgnette des SDF. Et bon, c'est là que se trouve, moi, ma mission. Et je dirais, point, c'est... Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que leur mettre de la pression, c'est aussi avoir les médias de notre côté. Donc, c'est de pouvoir mettre en place d'abord un plan de solution, le logement, l'accompagnement,
la reprise au travail, il y a des associations qui s'en occupent, mais tout le logement chez certains privés, avec accompagnement, il y a des tas d'initiatives qui existent et qui pourraient être très facilement multipliées. Mais ça sont les citoyens et les associations. En contrepartie, on attend du monde politique qu'ils en fassent quelque chose. Et donc ça, d'après mon expérience, c'est le monde des médias qui va devoir jouer son rôle également. Est-ce que tu n'as pas aussi les fermetures du style, par exemple, actuellement, on en a parlé pas mal, une société comme Dolez, qui est tout à fait belge, et qui va construire des murs, enfin, toute une série de murs qu'on commence à construire en TLDF, etc. Oui, mais ils ont eu la réponse vite fait, bien fait par les habitants du quartier et qui se sont indignés par rapport à cet état de fait. Parce que si on connaît bien le délai en question, ces SDF se trouvent à quoi? 50 mètres de l'entrée. C'est un énorme bâtiment. À 50 mètres, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais ils ne gênent en rien les clients qui... Business. Mais non. J'en veux pour preuve que, voilà, moi j'habite à Forêt. Mais devant mon GB, régulièrement, il y a des SDF qui sont installés. Il y a des gens qui prennent l'autre trottoir et qui font le tour et qui rentrent par un autre coin. Mais le chiffre d'affaires de ce GB ou de ce carrefour ne diminue pas parce qu'il y a 2-3 SDF tout près de leur porte, alors qu'ils sont beaucoup plus près à cet endroit-là qu'au Deleuze, quoi. Donc c'est la peur de l'autre, c'est... voilà. S'il y a des clients qui se plaignent un tout petit peu, de suite ils réagissent. Et voilà. Mais par rapport au délai, je voudrais quand même... Bon, quand il y a eu ce mouvement contre les plaques qu'ils avaient mis en façade, et donc on a décidé, via Facebook et les blogs, etc., d'aller les démonter, ben, ils les ont démontés eux-mêmes. Voilà, on a gagné une bataille, on n'a pas gagné la guerre. Et donc, voilà, il faut être motivé, continuer et y croire. Et moi, j'y crois dur comme fer. Est-ce que enfin, de ton expérience depuis que tu es avec les SDF, quelle est la plus grande, enfin, quand je dis réussite, entre guillemets, tu as pu sortir une personne en particulier? Est-ce que tu as une personne qui a pu s'en sortir après et se remettre vraiment sur les rails, enfin quand je parlais des rails, entre guillemets, de ce qu'on dit normal? Oui. Il faut dire que c'est un long processus et que il ne faut jamais arrêter de croire dans l'autre. Et au fur et à mesure, ben, l'autre a la possibilité de se reconstruire. Mais il faut bien dire que 3 semaines, 6 semaines, 2 mois dans la rue, ça vous détruit un homme, quoi. Ça, c'est clair. Et donc, ces personnes se demandent aussi pourquoi, qu'est-ce qu'elles foutent là, finalement. Et donc, au départ, c'est une énorme colère. Donc, il va devoir s'apaiser, va devoir se changer en énergie pour s'en sortir. Et donc, je crois qu'il ne faut pas il faut pas se prendre pour le sauveur.
Il faut juste faire confiance à la vie et à la personne, et les choses viennent automatiquement, quoi. Et donc, oui, je suis particulièrement heureux de pouvoir accompagner la personne dont je parle, qui est indépendante, qui a plein de compétences, et voilà, qui est en train de les remettre en route. Et probablement que dans 2 ou 3 ans, ben, à son tour, il en aidera, et il en aide déjà. Et donc, voilà, c'est pas le clan des sorties de la rue, mais il faut dire aussi que, et ça j'ai connu quand je voyageais et que j'étais avec les clodos à Paris, etc., il y a un sentiment de liberté qui est énorme aussi. Et donc tout ça c'est très compliqué de se dire, parce que si je me remets dans les rails, mais je vais perdre une partie de cette liberté. C'est aussi des illusions de liberté. Je ne vais pas non plus jouer au grand spirituel, mais la liberté, elle est intérieure. Okay. Se soigner, prendre soin de soi, faire attention de la manière dont on s'habille, etc. Et petit à petit, ça prend parfois 6 mois à 1 an avant que cette personne soit tout à fait en dehors de la rue et relogée quelque part. Donc ça a été aussi c'est une grande leçon pour moi de les fréquenter et de voir la manière dont elles s'y prennent. Parce que c'est absolument essentiel qu'à partir du moment où quelqu'un est logé, c'est que cette personne a encore besoin d'accompagnement. Et pour faire une petite digression, à mes yeux, l'État est complètement à côté de ses pompes, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il faut bien savoir que la rue, c'est criminogène, que ces gars vont souvent en prison, que les prisons, ça coûte une fortune aux citoyens, que ces gens tombent malades, que ces gens ont des maladies très sérieuses, et donc il y a des hospitalisations qui coûtent des ponts, qui coûtent des fortunes, et que les reloger, les accompagner, ça coûterait beaucoup moins cher. Et il faut aller se renseigner, on trouve ça très facilement sur le net. Il y a une expérience aux États-Unis, dans l'Utah, où les autorités ont pris la décision de les reloger et de les accompagner. Et ils font des économies. Et donc, et les SDF, et les citoyens, et l'État, tout le monde est gagnant dans l'affaire. En plus, donc un économiste de Louvain-la-Neuve, je peux citer son nom parce que c'est vraiment un gars hyper valable, qui s'appelle Olivier Gazon, qui est en rapport avec un professeur de l'université de Liège qui a fait une étude. Et donc, ce qui est assez renversant, c'est que 80% des SDF, c'est autour de ça, quoi, de nationalité belge ou européenne, en tout cas, sont des anciens professions libérales, indépendants, parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité pour eux. Et donc, si on tombe sur des drames de divorce, d'associés qui partent avec la caisse, de endettement, etc., mais ils se retrouvent tout simplement à la rue, quoi. Enfin, tout simplement. C'est vraiment un drame pour ces gens-là. Ouais. Mais c'est aussi un potentiel qui dort.
gaspillé, parce que ce sont des gens qui ont des compétences. Et bon, il y a le phénomène de l'alcool. On dit, oui, bof, c'est des alcooliques. Mais non, ils ne sont pas alcooliques. Je sais pas, il faudrait rester pendant 3 jours dans la rue. On vous offre une bière, ça va vous faire du bien, quoi. Et donc, c'est plus une fuite de la réalité que de l'alcoolisme. La survie, l'existence. C'est de la survie. Comme tu dis, c'est vraiment de la survie. Et je me répète, ces personnes-là, ben, elles sont, comme je dis, citoyens de la planète, comme vous et moi. Elles ont une histoire, comme vous et moi. Elles ont... Enfin, moi, en tout cas, tous les contacts que j'ai eus, ça, c'est extrêmement enrichissant, quoi. Et pour moi, et pour ma famille, et pour les petits-enfants, parce qu'ils savent que mon papa s'en occupe. Et donc, eux n'auront pas de complexe non plus, si je peux dire ça comme ça. Oui.